Le gouvernement dit le pays n'est pas bloqué. Et Édouard Philippe, le Premier ministre... Dans ce cas, pourquoi vous plaignez-vous du matin au soir qu'il l'est ? Pourquoi se plaignent-ils, vous voulez dire ? La propagande officielle de La République En Marche, sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, consiste à dire vous êtes en train de nous ruiner, vous bloquez tout, etc., si ce n'est pas le cas. Non, soyons sérieux, nous ne partageons pas, on a le droit. Oui, on n'a pas la même appréciation. Moi, je pense que le mouvement se diffuse, il s'ancre, et c'est ça sa caractéristique principale. Et donc, c'est pourquoi je vous parle d'un soulèvement, parce qu'il faut aussi que les mots aient une capacité d'évocation suffisante. Vous parlez de grogne, vous parlez de contestation parce que vous euphémisez. Mais non, il y a des milliers et milliers de gens en grève. Ça veut dire qu'ils perdent de l'argent tous les jours et des milliers de gens que cette situation perturbe complètement dans leur vie quotidienne. Mais en même temps, Jean-Luc... Le président de la République, on apprend ce matin dans les colonnes du Parisien, suite à notre enquête, qu'il renonce... Votre quoi ? Notre enquête. Nous avons interrogé les responsables à l'Élysée et qui... face à nos questions, on dit, Emmanuel Macron va renoncer à, non pas sa retraite, mais sa dotation. C'est la loi de 1955. Le président de la République, lorsqu'il quitte l'Élysée, bénéficie d'une dotation de 6 200 € par mois. Oui. Emmanuel Macron y renonce. Que pensez-vous de cette information ? D'abord, ce n'est pas une enquête. Vous lui avez posé la question. Ils vous ont dit, on va vous répondre. Ils se sont concertés entre eux. Je dis ça pas pour vous nuire, mais pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Non. Et ils ont décidé que ça serait un bon mot à sortir de dire je renonce à ma retraite. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous m'obligez à vous répondre là-dessus. Ce n'est pas comme ça que les choses j'ai lu ça dans le journal, pardon. J'ai lu ça dans je ne sais plus quel autre journal. Non, mais d'accord, c'est votre collègue. Nous leur avons demandé de répondre, parce que s'ils ne répondaient pas, nous aurions dit qu'ils n'étaient pas en capacité de répondre. Ils n'ont pas choisi le moment. Non, je vous précise, ils n'ont pas choisi le moment pour cette annonce. Voilà, je vous donne cette information-là. Mais qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Est-ce que, oui ou non, cette loi de 1955 s'appliquerait à lui et s'il souhaite la réformer ? C'est une drôle de question, quand même, que je comprends qu'il soit réuni pour réfléchir. Bon, alors qu'est-ce que je peux en penser ? Il en a les moyens. Il a les moyens de se passer d'une retraite de 6 000 €, heureux homme. Mais la plupart des gens n'ont pas ces moyens. Personnellement, je ne les ai pas. C'est une manière de faire, croyez-moi, ça ne m'impressionne pas. Et je demande aux gens qui m'écoutent de bien comprendre la part de démagogie qu'il y a dans cette façon de parler. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Je renonce à ma retraite. Que vous aussi, vous pourriez y renoncer ? C'est un peu, ça me fait penser, vous savez, à je ne sais plus quel... un personnage politique qui avait décidé de ne pas prendre ses congés de maladie. Quand on est malade, on prend des congés de maladie, pas parce que ça nous fait plaisir, mais parce que le docteur le demande. De même, la retraite, c'est pas un privilège, c'est pas un superflu. Je pense que M. Macron doit avoir des revenus personnels incroyablement importants pour pouvoir se passer de 6 000 € par mois. Il invite les gens à renoncer eux aussi. C'est un peu ça pour vous derrière, c'est que... ça veut dire que c'est pas très important. Ça veut dire au fond, moi je le fais, est-ce que vous le feriez pas ? Mais si vous voulez, il y a quelque chose en lui qui le coupe du commun des mortels. Quand il a dit, une fois il a dit dans les gares, il y a les gens qui réussissent, ceux qui ne sont rien. Tous nous étions soufflés, y compris ceux, je veux dire, au-delà, c'est pas que ma famille politique, tout le monde dit, on parle pas comme ça. Bon, et bien là pareil, quand il dit je renonce à ma retraite, il ne se rend pas compte que le message qu'il envoie c'est... une retraite, pour les polypensionnés, par exemple, vous pourriez vous en passer une. Et vous aussi, par exemple. Vous, tous les mois. C'est très simple, je suis salarié, donc point barre. Justement, vous êtes salarié, mais vous pouvez retirer de vos impôts, tous les ans, jusqu'à 6 000 € parce que vous êtes journaliste, c'est-à-dire un mois de salaire. Donc vous pourriez, par exemple, imaginer de les rendre. Non, mais là, on parle de rendre. Moi, j'ai cotisé à des caisses. D'accord ? Lui, il cotise à rien du tout. Si. À quoi ? La caisse des présidents de la République, ça mais ce n'est pas une retraite, c'est une dotation. Ah oui, voilà, alors, une retraite, c'est une dotation. S'il vous plaît, ne jouez pas avec les mots. Si, tout le monde, vous voyez la logique, puisque lui a renoncé à ça, moi je pourrais. Puis une fois, par exemple, vous pourriez dire, vous qui les aimez bien, les grands patrons qui ont des retraites chapeaux, vous pourriez dire, les gars, là, franchement, c'est trop, quoi. En ce moment, on a besoin de sous. Arrêtez de toucher vos retraites chapeaux. Parce que pour certains, c'est 1 million par an ou 2 millions. Vous le dites aussi ? Peut-être grâce à vous. Non, mais moi, je ne peux pas m'en passer. Je ne sais même pas combien sera ma retraite, mais je ne peux pas m'en passer. Donc, madame, je vous réponds non. Je n'ai pas gagné de manière indigne cet argent. J'ai cotisé toute ma vie. Et voilà. Et je trouve qu'il est extrêmement dommage que le président de la République ait lancé ce type d'attitude. Parce que, à la fin, ça veut dire quoi ? Que même nos payes sont peut-être, on ne doit pas les toucher. C'est insupportable. Mais ça, il n'y a que les grands seigneurs, les très riches,
les importants qui peuvent se permettre ce genre de libéralité. Vous êtes prête à renoncer à votre retraite? Oui, j'ai pas la moindre idée. Mais combien est votre retraite à vous? J'ai pas la moindre idée. Vous n'avez pas la moindre idée? Vous êtes mûr pour le système à points, parce qu'on ne sait jamais combien on aura à la retraite. Jean-Luc Mélenchon, revenons justement à ce 18e jour de grève, en tout cas. Est-ce qu'il faut continuer? Mais ça, Madame de Malherbe, ce n'est pas à moi de répondre à une question pareille. Je ne suis pas salarié, je ne suis pas dans l'entreprise, ce n'est pas moi qui décide. La grève appartient aux grévistes. Il faut quand même se coller ça dans la tête. C'est eux qui décident. Ils décident en assemblée. Et si des gens en sont à faire des grèves aussi longues, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Ce sont des acquis sociaux, ce ne sont pas des privilèges. Vous n'appelez pas, comme d'autres politiques, à une trêve, ou vous n'appelez pas Parce que ça n'a pas de sens. Vous dites, si la grève continue, elle continue. Non seulement si elle continue, mon premier devoir sera d'en être solidaire, c'est-à-dire d'être à leur côté. Et d'ailleurs, le 24 décembre, j'irai sur un piquet de grève, parce que je veux montrer ma fraternité, mon empathie humaine. Et je vais dire quelque chose de plus. Je demande aux organisations syndicales, qui sont maîtresses du mouvement, parce que c'est elles qui mènent ce mouvement, de nous appeler à constituer un comité national d'action, pour qu'on se retrouve tous et qu'on ne recommence pas ce que je considère comme une bêtise, une erreur en tout cas. D'un côté les syndicats, de l'autre côté les forces politiques, d'un troisième côté les associations. Vous voudriez que tout le monde soit ensemble? Par exemple, que les syndicats nous invitent à faire, par exemple, un comité national de soutien. Nous n'aurions aucune autre responsabilité que de partager nos informations et peut-être de contribuer en commun aux caisses de grève, savoir lesquelles. Et nous, les militants politiques, mieux répondre à la demande qui nous est présentée. Par exemple, nous présentons régulièrement des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, qui sont des questions politiques. Nous intervenons par des questions écrites, nous intervenons de mille et une manières. Quand nous allons sur les piquets de grève, on voit que les gens sont contents de nous voir, ils s'en fichent de notre étiquette politique. Ce qui compte pour eux, c'est qu'on s'intéresse à eux, qu'on est là en fraternité, ce ne sont pas des parias. Deux questions sur ce comité. Vous appelez les syndicats à vous appeler, en quelque sorte. Pourquoi vous n'y appelez pas vous-même directement? Parce que là, franchement, vous faites des mais je sais bien, je préférerais le faire, mais je pense que dans le moment, ça pourrait être mal vécu. Oui. On pourrait dire, oui, c'est de la récupération, il faut s'approprier la grève. Et c'est pas du tout ce qu'on essaye de faire. Au moment des ordonnances travail, vous aviez été mis en cause par les syndicats, peut-être trop présents à l'époque. Pas par les syndicats, les journalistes sont allés voir les syndicats. C'est toujours la faute des journalistes. Bien sûr, mais bien sûr, vous faites partie du système. Pardon, c'est mon analyse. Vous permettez que je la maintienne. Je n'ai pas changé d'avis. Des journalistes qui ne savaient par quel bout me prendre sont allés interroger Martinez, lui ont posé une question à laquelle il ne pouvait pas répondre, qui était: est-ce que c'est Mélenchon le patron? On a recommencé d'ailleurs dans plusieurs chaînes de télé. Je ne plutôt en retrait sur ce mouvement-là. On a dit, alors Martinez est obligé de dire, non, l'action syndicale, c'est nous les syndicats qui la dirigeons, et je lui donne raison. Alors en parlant d'action syndicale, Jean-Luc Mélenchon, il y a un mode d'action sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment. Lorsque certains responsables de la CGT coupent le courant, c'est arrivé encore hier lors d'un match de rugby, à la limite, à Agen. Est-ce que pour vous c'est un bon mode d'action? Et juste pour vous préciser ma question, j'entendais cette semaine le président du Sénat, Gérard Larcher, considérer que ça pouvait être dangereux pour les personnes. Il évoquait le cas de gens qui peuvent avoir des respirateurs chez eux. Et la ministre Borne qui a considéré que c'était irresponsable. Quel est votre regard là-dessus à vous? Pas sur la ministre Borne, parce que comme ça on va rester à un niveau convenable. Sur la dangerosité. Alors, dites-vous bien une chose. Moi j'ai beaucoup parlé avec des électriciens, et pas qu'avec eux. Dites-vous bien une chose. Pour toujours. Les travailleurs, les salariés sont des êtres très responsables. D'accord? Ce ne sont pas des robots. Ils ont tous des familles. Ils savent ce que c'est que les problèmes que vivent les gens parce qu'ils les vivent. Ils n'ont jamais mis en danger qui que ce soit. Vous en avez ils ne le feront jamais. Mais par contre, vous autres tous, pas vous, pardon, je veux dire vous autres tous qui m'écoutez, rappelez-vous que rien ne fonctionne sans le travail humain. Je pourrais vous dire, l'autre jour, j'étais chez les portuaires à Marseille. Sur le port, s'ils le veulent, il n'y a plus une goutte d'eau qui passe parce que les installations sont sur le port et qu'il y a les travailleurs qui sont là. C'est pareil pour l'électricité ailleurs. C'est-à-dire le pays entier fonctionne parce qu'il y a du travail humain. Et ils ont toujours... Vous voyez, en ce moment, on a de la lumière. Ils pourraient très bien décider de tout couper. Ils ne le font pas. Mais vous nous assurez, vous avez l'assurance qu'il n'y a pas de mise en danger. Ça, ils vous l'ont dit, vous le savez. Eux, en tout cas, font tout pour qu'il n'y en ait jamais. Mais je vais vous dire... La vie quotidienne au travail est très dangereuse et apparemment ça n'émeut pas les dirigeants politiques de la droite. Il y a 500
pardon, parce que je parlais de M. Larcher, qui est un homme engagé à droite. Bon, respectable par ailleurs. Mais 565 personnes meurent tous les ans au travail. 1200 personnes meurent tous les ans d'une maladie professionnelle. Vous en entendez parler de cette dangerosité-là, de ce risque? Non, jamais. On n'en parle que quand il s'agit de supposer qu'une action syndicale pourrait menacer les gens. Et vous-même, vous en avez parlé donc à l'instant. Non, mais je suis content d'avoir pu répondre à cette question. Vous avez été assez précis sur le contre-projet. Et regardons un peu dans les faits si c'est réaliste. Pardon, on va voir si votre appréciation est que c'est réaliste ou pas. On a bien compris depuis le début. Nous avons fait une proposition réaliste. Mais Jean-Luc Mélenchon, attendez, comprenez-moi bien. Vous ne pouvez pas toujours répondre que c'est une affaire de perception ou d'impression. Il y a quand même un certain nombre de faits, il y a quand même un certain nombre de chiffres, Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas tout relativiser. Il ne s'agit pas de ça, j'essayais juste d'être complaisant avec vous. Parce que je pourrais vous dire que ça fait des semaines que vous racontez n'importe quoi et que vous colportez la propagande du gouvernement. Je pourrais dire ça, mais je ne le fais pas. J'essaye de dire, vous avez un point de vue et j'en ai un autre. Et ce que je réussis à faire, c'est de vous enfermer dans un point de vue qui n'est pas votre analyse de journaliste. Vous, Madame de Malherbe, vous gagnez combien? Mettons 10 000, mettons 20 000. Entre 10 et 20. Non, mais entre 10 et 20. Donc, au-delà de 2 fois le plafond de la Sécu, vous allez devoir cotiser. Si vous voulez maintenir votre revenu, je suppose que vous espérez à la retraite maintenir votre revenu. C'est ce que tout le monde fait. Donc, vous allez vous dire, ah là là, c'est plus le régime général qui me paye, donc je vais aller cotiser. Vous allez aller cotiser. À ce moment-là, vous autres vous direz merci parce que c'est vous qui payez. Et elle aussi d'ailleurs, par ses impôts. Ça va coûter 1,5 milliard au pays. Et comme elle ne cotisera plus, elle nous intéresse, elle et son argent. Parce que comme elle ne cotisera plus, les cotisations patronales sur sa cotisation au-delà de 2 fois, c'est 4,5 milliards. On ne verra plus la couleur, et vous ne cotiserez pas pour les salariés à hauteur de 3 milliards. Donc, ça fait 7 milliards. 7 milliards de moins pour les caisses de sécu. Et vous venez de me dire, dans 15 ans, il manquera, non pas 15, madame, vous avez inventé le chiffre du corps est entre 5 et 17. Demandez-moi où je trouve entre 5 et 17, et je vous réponds. Alors, Jean-Luc Mélenchon, mais là, déjà, je vous ai répondu en vous montrant. Vous avez creusé le trou. Vous avez pu élargir effectivement l'assiette. Non, mais je donnais un exemple. J'en ai encore plus à donner. Prenons peut-être quelques minutes pour revenir sur un autre sujet qui a beaucoup occupé, beaucoup fait réagir. Lorsque vous avez Pardon, excusez-moi, mais Jean-Luc Mélenchon, non, mais on est passé à un autre sujet. Ça. Un mot. Oui, j'ai 10 solutions, mais je vous en donne une. Payez les femmes comme les payez les femmes comme les hommes. Payez les femmes comme les hommes, et vous avez la retraite à 40 ans, à 40 annuités et à 60 ans. Il y aura plus de cotisations. Et le plein emploi, évidemment, ce sont des milliards. On a besoin de prendre quelques minutes sur un sujet qui est question là. Est-ce que il y a chez vous la moindre trace d'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon? Mais d'abord, il y a une raison philosophique. Je crois à l'égalité absolue des êtres humains. Par conséquent, tout ce qui ressemble à de la discrimination sur la base de la religion, du sexe ou de la couleur de peau m'insupporte au dernier degré et je le combats politiquement. Mais s'agissant de telle ou telle religion, pourquoi aurais-je une fixation particulière? Je ne suis pas fou. Je pense qu'il y a quelque chose de malsain dans ces types de fixation. Mais ce que je conteste, c'est que le CRIF s'appelle Conseil représentatif des institutions juives de France. Il n'y a pas d'institutions juives, nous sommes en République. En République, il n'y a que des institutions républicaines. Il peut y avoir des associations. C'est une association loi 1901 qui me critique et me condamne sans arrêt. Sans arrêt. Quand je suis allé comme président de groupe, entouré de 11 membres de mon groupe en écharpe, à l'appel de l'Assemblée nationale que j'avais signé à la marche Knoll, nous avons dit au CRIF, nous étions menacés par la Ligue de défense juive, qui est considérée comme une organisation terroriste dans d'autres pays, nous avons dit au CRIF, est-ce que vous nous garantissez? Et ils nous ont dit... Sécurité. La sécurité. On ne vous garantit pas. Et nous avons été expulsés de la manifestation parce que cette Ligue nous a expulsés. Et donc, ils mènent contre nous une bataille politique. Je réponds donc politiquement. Pardon, monsieur, je vais vous dire, inventer des antisémites, c'est grave. Le CRIF passe son temps à ça, à sortir son rayon laser, et quand quelqu'un a dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il vous insulte en vous qualifiant d'antisémite. Or, l'antisémitisme est un crime dans ce pays. Oui, voilà. Absolument. Et monsieur, vous savez pourquoi vous avez clarifié. Vous avez Merci clarifié, beaucoup, monsieur, Jean-Luc Mélenchon, de me l'avoir permis. Mais je veux vous dire que Jérémy Corbyn a été accusé sans cesse d'antisémitisme. Et il n'y a rien chez lui là-dessus. Il n'a pas flirté avec ça. Mais cet homme n'est pas plus antisémite que je ne sais quoi. Il y a une manière de vivre. Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vous n'êtes pas ultra clair là-dessus? Il y a un moment où même les gens du parti... Vous vous rendez
compte de ce que vous dites, Apolline de Malherbe? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous l'avez lu, vous l'avez étudié, les membres notamment du parti de Jérémy Corbyn eux-mêmes ont pris beaucoup de distance et ont estimé que sans doute sa façon d'avoir joué sur l'ambiguïté au minimum l'avait entraîné. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas du tout. Il est blanc comme neige. Écoutez, je veux vous dire de la manière la plus claire qui soit, ce que vous faites n'est pas acceptable. Pourquoi? S'il suffit que 2-3 personnes en accusent une troisième de quelque chose pour que ça passe pour une ambiguïté, ce que vous venez de dire, ou qu'on m'a fait à moi, vous êtes ambigu. Dois-je raconter ma vie pour expliquer que l'antisémitisme n'est pas dans mes moyens? D'accord? Il y en a ras-le-bol d'utiliser cet argument pour disqualifier. Pour vous, les choses sont Quand le claires, grand rabbin d'Angleterre dit que M. Corbyn n'est pas capable d'assumer la responsabilité de l'État, c'est à peu près aussi insupportable que si le moufti du Caire venait prononcer une oukase contre moi de même nature. Et je préviens d'avance. Ça ne m'impressionne pas, je ne m'inclinerai pas, je ne ferai pas comme Jérémy Corbyn qui a passé son temps à s'excuser, à donner des arguments, etc. Il y en a assez. Il y a assez d'antisémites dans la vie, il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres. D'accord? Voilà mon message. Quant aux Juifs de France, j'ai toujours dit ce qui était le fond de ma pensée. Je l'ai dit quelques secondes après qu'on m'ait expulsé d'une manif. J'ai dit, il ne faut pas confondre quelques imbéciles, car chaque Juif, dans le plus modeste village de France, doit savoir que s'il est mis en cause parce qu'il est Juif, il me trouvera l'instant d'après à ses côtés contre la discrimination et le racisme. J'ai toujours parlé comme ça, mais de manière insidieuse, mesquine, sournoise et insupportable, des gens commencent et viennent avec leur mine pateline dire « Oui, vous êtes ambigu, mais ambigu, on ne peut pas répondre. Donnez-moi des faits. » Citer des faits, des choses concrètes. Ils ont décidé qu'en prévision de la prochaine élection présidentielle, ils comptaient me faire endosser l'habit de l'antisémitisme. Ils l'ont déjà fait à Hugo Chavez, qui malheureusement n'avait rien compris à la Shoah en Europe et ne comprenait pas de quoi on parlait. Ils l'ont fait à Bernie Sanders, aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Bernie Sanders, non seulement est juif, mais kibbutzine. Mais il n'y a pas d'antisémitisme d'extrême gauche en France. Oh bah il doit y en avoir, il y a en Angleterre, partout. Hein. Attendez, il y en a aussi à droite, beaucoup. Hein. Ça peut l'histoire. Ça existait, et puis il y en a à gauche, et puis il y en a au milieu, puis il y en a qui n'ont pas d'engagement politique, sont juste antisémites. Est-ce que vous dites le racisme est très répandu? Est-ce que vous dites si vous êtes dans cette logique antisémite, je ne veux pas de votre vote? Ah ben je pense que quelqu'un qui est raciste ne doit pas voter pour moi, parce que moi je vais faire le contraire. Donc si quelqu'un qui est raciste veut voter pour moi, je suis comme tout le monde, je regarde les votes, mais je dis, attendez, vous vous trompez. De même, si par exemple vous êtes contre le partage de la richesse, faut pas voter pour moi, parce que moi je vais le faire. Si je suis élu, je vais le faire. La répression du racisme, oui, j'aime mieux vous dire que ça va être chaud pour un paquet de gens, d'avoir affaire à moi au pouvoir, parce que la société française, comprenez ça, une seconde de pause. Mes amis, il faut faire France. La France est très composite. Elle est très diverse maintenant. Et il est temps de savoir, au moins, qu'on s'engueule sur tout, mais pas sur le fond. Nous sommes tous, sur un point, nous sommes tous semblables. Et dès lors que nous adhérons à la République française et que nous la respectons, alors nous faisons un seul peuple. Et moi, chaque fois que je pourrai, je serai du côté de l'opprimé, de celui qui est maltraité, de celui qui est rejeté à cause de sa religion, à cause de sa couleur de peau. Pas seulement parce que je déteste le racisme, mais parce que j'aime la France. J'aime la République française. Est-ce que vous vous rendez compte de l'extraordinaire modernité de l'idée de République, comme nous la pratiquons nous autres les Français? Voilà ce qui est important. Il reste 2 minutes. Un mot sur... Bah oui.